Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci Johan pour cette invitation à vous présenter aujourd'hui ce voyage au cœur de la matière avec un regard particulier vers les instruments qui ont été développés au cours du temps pour arriver aujourd'hui à imager l'extrêmement petit, c'est-à-dire par exemple cette tête de fourmi qu'on voit ici en très grand, on voit plein de détails, mais aussi aller jusqu'à imager les atomes qui sont à l'intérieur des matériaux qui nous entourent. Alors pourquoi je porte cet intérêt vers l'instrumentation? C'est parce que, comme a dit Johan, je travaille actuellement au sein du groupe de physique des matériaux, qui est un laboratoire où travaillent environ 170 personnes, qui se trouve sur le site du Technopôle du Madrier, en périphérie de Rouen. Ici, vous voyez, en fait, ce bâtiment, c'est l'INSA de Rouen, mais sur la façade, la belle façade de l'INSA, on voit réfléchi ici le bâtiment de l'UFR des sciences, à l'intérieur de lequel il y a aussi les locaux du groupe de physique des matériaux. Donc les chercheurs, la recherche au sein du GPM s'articule autour de 5 départements où on étudie les propriétés des matériaux différents comme les polymères, les matériaux biologiques, les matériaux métalliques ou les nanostructures, mais aussi un axe qui porte autour de l'instrumentation scientifique, et c'est l'axe que je co-anime avec le professeur Vourpillot, François Vourpillot. Donc voilà pourquoi cet intérêt pour l'instrumentation, et je vais essayer de terminer cette conférence en vous montrant qu'est-ce qu'on développe au GPM et qu'est-ce qu'on veut encore faire dans le futur. Alors, la première question dans laquelle on va démarrer, c'est comment on arrive à découvrir le monde qui nous entoure. Et ben, un outil de choix est certainement l'observation. Et donc, on va commencer par un exemple très simple. On veut, par exemple, regarder, essayer de comprendre comment fait ce petit insecte, ici une mouche, à être capable de repérer les mouvements. Donc, si on essaie de l'attraper, vous voyez bien que c'est très difficile, même si on arrive par derrière. Donc, on peut essayer de se poser la question, comment faire pour essayer de voir, de comprendre comment fonctionne le système de vision. Donc, si on regarde à l'œil nu, vous voyez, on a du mal à voir les détails des yeux de cet insecte. On peut alors utiliser un instrument, une loupe, et à ce moment-là, on aura une image agrandie de l'insecte. On la verra 3 fois plus grande. Donc, on commence à voir que les yeux de cet insecte sont très grands comparés à la taille de son corps. Mais comment ils sont faits? On ne peut pas encore répondre à cette question. On peut alors essayer de prendre un instrument plus grand, un microscope optique. Et à ce moment-là, grâce à ce microscope optique, on peut regarder quelle est la tête de l'insecte. Et donc, on aura ici l'image de ses yeux. On voit que ses yeux sont en fait composés de plein de petits points. Mais si on veut essayer de comprendre comment fonctionnent ces points et donc comment fonctionne son système de vision, eh bien, le microscope optique ne suffira plus. Il faut utiliser un instrument encore plus grand qui est le microscope électronique. Donc, on commence à remarquer que plus on veut regarder des objets petits, plus on a besoin des instruments volumineux. Donc, celui-ci, vous voyez, c'est assez grand, hein, c'est plus grand que... Ici, c'est un bureau standard, donc il faut 2 bureaux pour pouvoir utiliser ce microscope. Et ce qu'on observe au microscope, on a des images qui sont en noir et blanc. On voit ici l'œil de notre mouche. On peut zoomer, on peut agrandir cette image et aller voir en détail. Donc, on peut regarder de près ces points. On voit qu'il s'agit en fait d'hémisphères. Et on peut regarder comment est faite la surface de ces hémisphères, agrandir encore plus. Et on voit que ces hémisphères sont faits de plein de petits capteurs optiques. Et donc, ceci nous permet de comprendre pourquoi cet insecte a un angle de vision bien plus grand qu'un humain et pourquoi il est capable de repérer des mouvements très rapides. C'est parce que ces capteurs optiques vont s'allumer l'un après l'autre et vont permettre à cet insecte de suivre ces mouvements rapides. Donc cet exemple nous permet de comprendre qu'il est intéressant d'aller regarder à des échelles très petites pour avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Ceci est vrai dans le cas d'un insecte, mais est-ce que c'est la même chose dans le cas de la matière? Est-ce que c'est intéressant d'aller imager la matière à des échelles extrêmement petites? Donc, si on compare, je vous présente le cas d'un verre. Donc, est-ce que c'est intéressant de regarder à microscopie un morceau de verre? Donc, si je prends un morceau de ce verre et j'utilise un microscope électronique, on obtient
Ici, une image, vous voyez, d'un morceau de ce verre qui est en noir et qui est homogène, donc pas très intéressant. Mais nous savons aujourd'hui qu'il est possible d'observer, d'avoir des verres colorés, de différentes couleurs, du rouge au bleu, et ceci est obtenu simplement en ajoutant de la matrice de verre des ions métalliques, tels des ions d'or, d'argent ou de cuivre. Donc ceci est connu depuis des siècles, c'est ainsi qu'ont été élaborés les vitraux qu'on trouve dans les cathédrales, mais aussi en époque romaine, on utilisait ces ions pour colorer le verre, obtenir des coupes qui ont une particularité. Vous voyez, elles apparaissent, le verre apparaît vert lorsqu'on l'éclaire de l'extérieur, mais si on met une lumière à l'intérieur, vous voyez que la couleur de ce verre change, on le voit maintenant rouge. Donc, si on prend un morceau de ce verre et on le regarde, cette fois-ci en microscopie électronique, on se rend compte qu'on n'a plus du tout quelque chose d'homogène, mais on voit apparaître des tout petits précipités, des tailles extrêmement petites, et c'est ces petits objets constitués ici des ions de métal qu'on a introduits dans la matrice, ici il s'agit des ions d'or, qui vont donner au matériau des propriétés optiques complètement différentes. Je vais vous donner encore un autre exemple. Cette fois-ci, c'est deux matériaux qui sont composés exactement des mêmes éléments chimiques. Il s'agit d'atomes de carbone. D'un côté, nous avons un diamant, de l'autre côté, du graphite. Donc, lorsqu'on observe ces deux matériaux, on constate tout de suite qu'ils ont des propriétés optiques très différentes. D'un côté, vous avez un matériau qui est transparent, de l'autre, un matériau qui est noir. Mais ils ont aussi des propriétés mécaniques totalement différentes. D'un côté, on a un objet d'extrêmement dur. De l'autre côté, un objet extrêmement fragile. On l'utilise dans les mines de crayon pour écrire parce qu'il se découpe en plein de petits morceaux. Alors, quelle est la différence entre ces deux matériaux? Simplement, c'est la façon dans laquelle les atomes se relient les uns aux autres. Dans le cas du diamant, les atomes de carbone sont liés à tous les autres dans une structure cristalline rigide qu'on appelle la structure diamant. Dans le cas du graphène, les atomes de carbone sont liés les uns aux autres dans des plans, sur cette structure hexagonale, mais ces plans sont très faiblement liés entre eux, et ceci va donner cette fragilité du graphite. En même temps, on sait aussi qu'aujourd'hui, nous pouvons observer dans la nature ou même réaliser en laboratoire des diamants colorés. Ici, vous voyez un diamant bleu. Et donc, comment on obtient un diamant bleu? Simplement en remplaçant dans la structure cristalline du diamant, on remplace un atome de carbone par un atome qui peut être d'azote, si on veut obtenir du bleu, du silicium, si on veut obtenir du rose ou du rouge. Donc, ainsi, en jouant sur l'agencement et des atomes, on change les propriétés optiques ou des propriétés mécaniques. Donc, la façon dans laquelle les atomes se placent sur la matrice, la présence ou pas des défauts à l'intérieur de la matrice et comment ces défauts se mettent ensemble, c'est tout cela qui va contrôler les propriétés de la matière, ou avec les propriétés, j'entends non seulement les propriétés optiques, les propriétés mécaniques, mais aussi les propriétés électriques ou magnétiques dont je n'ai pas parlé. Donc, à partir de ces constats, les scientifiques se sont donc posé une question. Est-il possible alors de maîtriser la façon dans laquelle ces atomes vont se mettre ensemble pour pouvoir donner à la matière les propriétés qu'on souhaite? Donc réaliser des matériaux qui ont des propriétés optiques bien précises ou des propriétés mécaniques bien déterminées. Et c'est comme ça qu'est né un nouveau domaine de recherche, qui est le domaine qui porte autour des nanosciences et des nanotechnologies. Donc, brièvement, pour vous placer le nanomonde sur cette échelle de longueur, on a aussi ici le mètre. On voit qu'un nanomètre est 1 milliard de fois plus petit. Et le nanomonde est le domaine de recherche qui s'intéresse à tous les objets qui ont une dimension qui est plus faible, inférieure à 100 nanomètres. Donc, ça veut dire des couches d'épaisseur 100 nanomètres, des fils des diamètres inférieurs à 100 nanomètres, ou des toutes petites particules, comme on voit ici des virus, ou si on descend encore plus, qu'on va vers l'Armstrong, c'est les atomes, ou ici l'ADN.
Et vous voyez, pour observer le nanomonde, nous avons besoin de microscopes, mais pas n'importe quel microscope, comme vous expliquerai par la suite. C'est seulement des microscopes qui nous permettent d'accéder à ces échelles extrêmement petites. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est comment alors on fait les chercheurs pour aller fabriquer ces nouveaux matériaux qui contiennent à leur intérieur des structures de taille nanométrique, ce qu'on appelle aujourd'hui des nanocomposants. Il existe deux façons de procéder, c'est une voie descendante et une voie ascendante. Donc, dans la voie descendante, comme vous voyez ici, on part d'un objet volumique et on découpe cet objet, ce matériau, on l'ausculte, donc on le réduit en taille, par exemple en poudre, et après on continue à diminuer ces dimensions, réduire ces dimensions jusqu'à obtenir ces nanobjets. Dans l'autre voie, la voie ascendante, par contre, on démarre à partir d'atomes et on met ensemble ces atomes et pour obtenir des amas ou des molécules. Et à partir de ces amas, on arrive jusqu'aux structures nanométriques qu'on veut réaliser. Une voie qui est mise en place au groupe de physique des matériaux que je vous présente, c'est des préparations de ces nanostructures. C'est une voie descendante, donc qui s'appelle une codéformation. Donc on part de fils de métaux différents, c'est un fil de cuivre, un fil de fer, cuivre-fer, c'est des cylindres, c'est pas des fils, on les mélange à l'intérieur de l'autre, et on passe dans une machine qui permet de réduire le diamètre de ce fil de bien 14 fois. On remet tous ces fils à l'intérieur d'un tube de cuivre et on répète cette opération 4 fois. Et quand on fait ceci, c'est qu'on observe à la fin, en microscopie électronique, vous voyez, c'est une structure dans laquelle le fer et le cuivre sont mélangés. Et les régions de fer et de cuivre, si on regarde les dimensions de ces différentes régions, c'est de l'ordre de la centaine de nanomètres au même moins. Donc on a réalisé un matériau structuré à l'échelle nanométrique. On peut aussi utiliser une autre voie descendante qui est la codéformation. On part d'une structure formée d'une alternance de métaux différents. On le fait passer au travers de ces deux rouleaux pour pouvoir comprimer et on obtient quelque chose de moins épais. On le replie, on répète cette opération cette fois-ci 50 fois. Et ce qu'on observe dans une image de microscopie électronique, ici c'est de l'aluminium nickel, c'est des couches, vous voyez des nickels alternés à des couches d'aluminium. Et les dimensions de ces couches, c'est encore une fois inférieur à la centaine de nanomètres. Par contre, si on regarde cette image de près, comme l'image précédente, on se rend compte que par cette voie d'élaboration, la voie descendante, on ne maîtrise pas parfaitement la taille des couches qu'on arrive à réaliser ou des structures nanométriques qu'on produit à l'intérieur des matériaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des couches plus épaisses et des couches plus fines. Donc, si on veut avoir un contrôle parfait de la structure qu'on réalise, on doit changer de méthode. On doit utiliser plutôt une voie ascendante. Donc, dans la voie ascendante, c'est on part d'une cible de matériaux et on vaporise cette cible, c'est-à-dire on libère de la cible des atomes. Et ces atomes vont ensuite se déposer sur un substrat. Et c'est sur ce substrat qu'on va, comme ça, atome par atome, réussir à former la nanostructure qui nous intéresse. Alors, les processus pour vaporiser et déposer sur le substrat les atomes de la cible peuvent être de nature physique ou chimique. Alors, on parle des dépôts en phase vapeur physique ou chimique. Donc, en utilisant ce type de processus, le professeur Iijima, en 1991, a découvert un nouveau nanomatériau qui est connu sous le nom de nanotube de carbone. Donc, il avait pris comme cible du graphène et il avait chauffé ce graphène à l'aide d'un faisceau laser. Donc, le laser apportait de l'énergie jusqu'à permettre aux atomes de carbone d'être évaporés sous forme d'atomes et de se déposer donc sur ce support ici en face. Et ce qu'il a vu apparaître sur le support, c'était un dépôt noirâtre, dur et filamenteux. Comme je vous montre ici, c'était ces filaments qu'on voit apparaître tout autour du support. Et donc, il a eu la curiosité d'aller regarder ces filaments en microscopie électronique.
Et ce qu'il a observé, c'est qu'en fait, ces filaments étaient constitués de tubes, un creux à l'intérieur, et les parois, c'est du carbone. Et ces tubes peuvent être ouverts ou fermés aux deux extrémités. La dimension, le diamètre de ces tubes, c'est quelques nanomètres, alors que leur longueur peut être de plusieurs centaines de microns. Donc, la particularité de ces nanotubes de carbone, c'est qu'ils sont en effet 100 fois plus résistants que l'acier, mais en même temps, ils sont 6 fois plus légers. Et donc, aujourd'hui, on retrouve ces nanotubes de carbone dans plein de matrices de polymères, donc plastiques, et on introduit ces nanotubes à l'intérieur pour renforcer. Et c'est ainsi qu'on les retrouve dans des raquettes pour jouer au tennis, ils sont dans les cadres de vélos qui sont aujourd'hui très résistants, mais en même temps très légers. Encore, une autre particularité de ces nanotubes, c'est que si vous regardez, on a fortement augmenté l'interaction entre l'air et le nanotube. L'air peut interagir avec le nanotube à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur parce qu'ils sont creux. Donc, ça veut dire qu'un gramme de ces nanotubes a une surface de contact avec l'air qui est de plusieurs centaines de mètres carrés. Donc, en utilisant ceci, on les utilise, en réfléchissant sur ceci, on les utilise aujourd'hui pour le stockage des gaz, comme vous voyez ici pour le stockage d'hydrogène, mais aussi pour filtrer des polluants dans l'air. Et encore, ces nanotubes ont une particularité, c'est que certains de ces nanotubes sont des très bons conducteurs d'électricité. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on les utilise dans la réalisation des circuits électriques des tailles de plus en plus petites. Et donc, ces nanotubes de carbone remplacent des fils de cuivre qu'il y avait dans le passé. OK. Une autre voie descendante pour réaliser ces nanostructures, c'est l'épitaxie par jeu moléculaire. Donc, comme vous pouvez voir de cette image, c'est un instrument qui n'est pas simple à mettre en place ni à utiliser. Donc, c'est une enceinte à vide dans laquelle on a notre support sur lequel on veut déposer le nanomatériau. Donc, on a cette fois-ci plusieurs entrées et dans chacune de ces entrées, on peut injecter dans l'enceinte des atomes de nature différente, par exemple de l'aluminium, du germanium, de l'indium, du silicium. Donc, on peut injecter deux matériaux différents pour former un composite, par exemple un oxyde de zinc, un oxyde de magnésium, ou un à la fois. Et la particularité de cette méthode, l'épitaxie par jet moléculaire, c'est qu'on peut contrôler de façon très précise l'épaisseur des couches qu'on dépose. On peut déposer jusqu'à une seule couche atomique. Donc vous voyez ici, on a par exemple l'épaisseur de cette couche est 2,1 nanomètres. Et on réalise ainsi des structures qu'on appelle un multicouche, des structures multicouches nanométriques. Alors pourquoi on veut réaliser ces structures? C'est parce que c'est celles-ci qui sont à l'intérieur de toutes ces petites lumières qui sont des diodes électroluminescentes et qu'on utilise dans les nouveaux éclairages aujourd'hui. Donc, ils sont utilisés pour éclairer les villes, les éclairages de Noël dans nos maisons. Et comme vous pouvez voir dans cette image, on peut tenir des LED de couleurs différentes. Alors, le petit élément qui est à l'intérieur et qui émet la lumière est lui constitué de cette structure en multicouche avec en haut et en bas des électrodes, des connexions du métal, de l'aluminium en haut, en bas. Donc, lorsqu'on établit une différence de potentiel entre ces électrodes, la structure en multicouche va émettre de la lumière. Et cette lumière, la couleur de la lumière émise va dépendre de la nature chimique des éléments qu'on a placés dans les couches, mais aussi de l'épaisseur de ces couches. Donc voilà tout l'intérêt à maîtriser parfaitement la composition, donc la composition chimique et l'épaisseur de ces couches. Cette structure en multicouche, elle est aussi présente dans toutes les cellules photovoltaïques. En fait, une cellule photovoltaïque fonctionne sur le même principe d'une diode électroluminescence, mais en sens inverse. C'est-à-dire, on a toujours les deux électrodes en haut et en bas, un aluminium et un ITO. Donc, dans la diode électroluminescente, on établit une différence des potentiels et on récupère de la lumière. Ici, à l'inverse, on injecte de la lumière du soleil, qui vient donc éclairer la structure en multicouche. Et c'est cette lumière qui va créer une différence de potentiel, donc l'énergie qu'on veut récupérer de ces cellules photovoltaïques.
Donc aussi dans les structures photovoltaïques, il faut aussi, pour augmenter le rendement de ces structures, il faut maîtriser et optimiser ces structures à multicouches que je vous ai présentées précédemment. Mais récemment, la recherche se tourne plutôt sur des structures à nanophiles, comme celle présentée ici. Donc c'est de la galure d'arsenium, c'est des nanophiles des dimensions de quelques dizaines de nanomètres de diamètre et plusieurs microns en hauteur. Alors pourquoi on essaie de réaliser des cellules avec des nanophiles? Parce que comme je vous ai dit précédemment, on augmente l'interaction entre la lumière et le nanophile, parce qu'on augmente la surface d'interaction. Et donc ceci va permettre d'avoir des cellules photovoltaïques avec un plus grand rendement. Donc il y a aussi des façons d'obtenir des matériaux nanostructurés de façon fortuite, c'est-à-dire sans le vouloir. Et, par exemple, si on regarde la surface des rails de chemin de fer, on voit qu'à la surface, il y a une zone qui est fortement déformée, et suite au passage des trains. Et si on va faire une image en microscopie électronique de cette zone des surfaces, on remarque dans cette image de microscopie électronique qu'il y a des zones sombres qui correspondent à la précipitation de certaines espèces chimiques qui forment à l'intérieur de ce métal des nanoprécipités des tailles nanométriques. Et c'est ceci qui va fragiliser le métal du rail de chemin de fer. De la même façon, si on s'intéresse par exemple aux cubes des centrales nucléaires qui sont réalisés en inox, on peut analyser la structure de cet inox avant la mise en fonctionnement de la centrale nucléaire. Donc si on l'image à l'échelle nanométrique, on voit que dans l'acier, il y a plusieurs espèces chimiques qui sont distribuées de façon homogène dans le volume. Mais si on laisse la centrale travailler pour un certain nombre d'années, il y a de l'irradiation qui va taper sur cette cuve des centrales nucléaires, et donc il y a un vieillissement de ce matériau sous irradiation. Et si on regarde ensuite un morceau de ce métal suite à cette irradiation, on voit apparaître des nanostructures à l'intérieur, des tout petits précipités, des zones qui sont plus riches dans un certain élément chimique, par exemple du fluor ici. Et donc ceci va en effet causer la fragilisation de la cuve de centrale nucléaire. Donc, en conclusion, on peut dire que pour pouvoir créer de nouvelles sources de lumière, pour pouvoir améliorer le rendement des cellules photovoltaïques, pour réduire la taille des circuits électriques, mais aussi pouvoir inventer de nouveaux matériaux, comme a été le cas pour les nanotubes de carbone, et aussi simplement pouvoir comprendre pourquoi les rails s'abîment ou les cubes des centrales nucléaires, et ainsi pouvoir travailler pour que ces matériaux deviennent de plus en plus, leur durée de vie devient de plus en plus longue. Pour toutes ces raisons, on comprend bien qu'il est nécessaire d'être capable d'imager ces matériaux en 3 dimensions et à des échelles très petites, qui sont l'échelle du nanomonde, c'est-à-dire le nanomètre, et même l'échelle ultime de l'atome. Donc, je vais donc vous présenter quels sont les microscopes qui ont été développés au cours du temps. Donc, en commençant par le microscope optique, et essayer de vous expliquer pourquoi on a dû aller au-delà de cet instrument. Donc, dans un microscope optique, on a un petit objet qui émet de la lumière, et on utilise des lentilles pour former de cet objet une image agrandie, qui peut être de 3 fois, mais si on change ces lentilles, on peut tenir donc jusqu'à 6 ou 10 fois un grandissement de l'objet. Mais lorsqu'on a des microscopes qui utilisent comme source de la lumière, on arrive à une limite de résolution qui est liée à un phénomène lié à la lumière, qui est la diffraction. La diffraction de la lumière a été découverte en 1650 par le moine italien Grimaldi, qui effectua une simple expérience, c'est-à-dire il suffit de faire passer un faisceau de lumière au travers d'un tout petit orifice. Et alors, ce qu'on récolte, soit un écran juste arrière, ce n'est pas juste un point lumineux, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un cliché de diffraction. C'est-à-dire, on a le point lumineux qu'on s'attendait au départ, mais autour de ce point, on a des halo de lumière et des halos sombres.
Ceci a été la preuve qu'en fait, la lumière a une nature ondulatoire. En effet, ce cliché de diffraction rappelle beaucoup la figure qu'on peut former à la surface de l'eau lorsqu'on jette un caillou dans l'eau. Donc, on a ces figures de ces hauts et ces creux sur la surface de l'eau. Donc, on a une onde qui se propage à la surface de l'eau. Et pour une onde, on peut alors définir qu'on a une période spatiale, la distance entre deux maxima, et c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Bon, donc on peut faire la même chose pour la lumière, donc on peut définir une longueur d'onde, et pour la lumière visible, on voit que la longueur d'onde varie entre 400 nanomètres lorsqu'on est dans la lumière bleue à 800 nanomètres environ dans la lumière rouge. Donc si on observe, si on revient donc à notre microscope optique, chaque point d'un objet, on peut le considérer comme une petite source d'onde lumineuse. Donc pour chaque onde lumineuse, on aura la figure de diffraction qui lui est associée. Et donc on voit que si on a deux points, donc deux points qu'on peut essayer de résoudre au microscope électronique, et si la distance de ces deux points est très petite, ben les deux figures de diffraction vont se mélanger et on ne sera plus capable de distinguer ces deux points, ces deux sources de lumière. Donc, ceci s'appelle la limite de résolution par diffraction. Donc, ça veut dire que la distance entre ces deux points doit être de l'ordre de la moitié de la longueur d'onde. Et donc, dans le visible, ça veut dire qu'on ne peut pas descendre en dessous d'environ 1 demi-micron. Donc, pour cette raison, on ne peut pas utiliser la lumière pour imager des objets qui ont des dimensions inférieures à 1 demi-micron. Donc, comment faire? Comment résoudre ce problème? Eh bien, simplement, il faut utiliser une autre source dans ces microscopes, non plus une source de lumière, mais par exemple, une source de particules, des particules chargées qui sont les électrons. Donc, on sait que les électrons, c'est des particules chargées, mais en 1925, Louis de Broglie a introduit aussi l'idée qu'il s'agit aussi d'ondes. Ces électrons peuvent aussi avoir un comportement ondulatoire. Alors, comment montrer cette nature ondulatoire de l'électron? Il faut mettre en place une expérience similaire à ce qu'on peut réaliser avec de la lumière, une expérience d'interférence connue sous le nom de l'expérience des fentes de Young. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une source de lumière? On a la source de lumière ici, et on fait passer de la lumière au travers de deux petites fentes faites sur un écran. Et donc, ces deux fentes doivent avoir des dimensions extrêmement petites, de l'ordre du micron. Et ce qu'on voit apparaître sur l'écran derrière, c'est cette figure de frange d'interférence, c'est-à-dire des zones lumineuses, des zones sombres, et ainsi par la suite, avec ici reporté en rouge le profil d'intensité de ces franges d'interférence. Donc, ce phénomène, la question était comment reproduire ce type d'expérience avec, cette fois-ci, à la place d'une source de lumière, une source d'électrons. La difficulté était de réussir à réaliser le système pour faire interférer deux sources d'électrons. Donc, cette expérience a pu être réalisée en 2006 par le professeur Tonomura au Japon. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écran dans un microscope électrique qui se trouve donc derrière ces deux fentes au travers desquelles passent les électrons. Donc, si on collecte quelques électrons, on voit qu'il y a des points lumineux ici sur cet écran, quelques points lumineux sur l'écran. Mais si on collecte un peu plus d'électrons, on commence à voir une figure qui se dessine. Et quand le nombre d'électrons est suffisamment grand, on reconnaît la figure des franges d'interférence. Donc, on peut conclure que c'est, comme avait prédit de Broglie, il y a une longueur d'onde associée aux électrons aussi, mais cette longueur d'onde, comme vous pouvez voir de cette simple formule, dépend de l'énergie qu'on donne aux électrons. Donc, ceci veut dire que si on accélère, donc si on donne beaucoup d'énergie à ces électrons, comme on peut faire aujourd'hui, donc des électrons très énergétiques auront une longueur d'onde qui leur est associée qui est extrêmement petite, inférieure en nanomètres. Donc, ça veut dire que tous les problèmes de diffraction qu'on a vus précédemment, on pousse la limite de diffraction dans le cas de source d'électrons à moins d'un nanomètre.
Et donc, c'est comme ça qui sont nés les microscopes électroniques, dans lesquels la source de lumière est remplacée maintenant par un canon d'électrons. Donc, on a une source d'électrons qui sont émis, on a une anode pour réaliser un faisceau d'électrons parallèles, et ensuite des lentilles magnétiques qui permettent de focaliser ce faisceau d'électrons sur l'échantillon. Ce qui se passe, c'est que des électrons qui arrivent sur l'échantillon sont réfléchis en arrière, où il y a des électrons secondaires qui sont remis par l'échantillon suite à cette interaction. Et donc, on a deux types de détecteurs qui peuvent être utilisés pour aller scanner cette surface et donc ainsi avoir l'image de l'échantillon. Et c'est comme ça qu'on peut tenir cette image, par exemple, de la tête de fourmi. Ici, vous voyez l'échelle, c'est une centaine de microns, mais avec ce type de microscope, on peut aller regarder même un tout petit détail ici sur le côté de sa bouche pour mettre en évidence qu'il y a en fait des toutes petites nanopointes sur la surface, sur la peau de cet insecte. Mais si on veut réussir à regarder chacune de ces nanopointes, donc avoir des détails et descendre à des échelles inférieures à 100 nanomètres, et bien alors, il ne faut pas utiliser un microscope à balayage, mais plutôt un microscope électronique à transmission. Donc, dans le microscope électronique à transmission, on a toujours notre source d'électrons ici. On a des électrodes pour accélérer ces électrons et pour créer ce faisceau d'électrons qui est focalisé sur notre échantillon qui se trouve ici. Mais cette fois-ci, ce qu'on collecte, c'est les électrons qui passent au travers, qui sont donc transmis ou diffractés par l'échantillon. Donc, il y a tout ici, derrière, il y a toute une optique pour pouvoir récollecter ces électrons et permettre d'avoir une image ici sur l'écran de l'échantillon et le regarder par cet oculaire à l'extérieur. Et donc, c'est une image ici d'un microscope électronique à transmission. Et donc, avec ce type d'instrument, on peut aujourd'hui obtenir des images. Vous voyez ici, l'échelle, c'est quelques nanomètres. Et donc, on voit une nanoparticule dans un alliage d'aluminium ou une plaquette nanométrique qui se forme dans un alliage de magnésium. La question que se peut se poser, est-ce que la microscopie électronique est le seul moyen pour pouvoir imager la matière à des échelles nanométriques? Eh bien non, il existe d'autres types de microscopes, ce qu'on appelle des microscopes à champ proche, dans lesquels on ne bombarde pas l'échantillon avec des électrons, mais on enlève les électrons de l'échantillon lui-même par un champ électrique très fort. Il s'agit je vais vous présenter aujourd'hui deux types de ce microscope. Le microscope à effet tunnel, le STM, et le microscope ionique à effet de champ, le FIM. Alors, dans un microscope à effet tunnel, STM, on utilise une pointe très très fine pour aller scanner la surface d'un échantillon. Alors, la particularité, c'est qu'il faut que cette pointe termine vraiment avec un seul atome à son extrémité. Donc, on établit ensuite une différence de potentiel entre la pointe et l'échantillon. Et si on approche suffisamment cette pointe de la surface de l'échantillon, on va faire sortir des électrons de l'échantillon qui vont transiter vers la pointe par un effet tunnel. Et donc, on va établir un courant d'électrons qu'on peut mesurer. Donc, ce courant d'électrons dépend fortement de la distance entre la surface et la pointe. Donc, ça veut dire que si on garde la pointe toujours à la même distance, mais que la surface fait un saut, comme ici, ben, quand on passera ici sur ce saut, ben, le courant augmentera fortement. Et donc, c'est en monitorant ce courant qu'on sera capable d'imager toutes les aspérités de la surface avec une résolution en résolution atomique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut tenir cette image de la surface où on voit des atomes d'oxygène à la surface de rhodium, ici. Mais ce qu'on peut aussi faire avec cet instrument, c'est de mettre des atomes mobiles sur une surface parfaitement plate et utiliser cette pointe pour aller prendre ces atomes et les déplacer pour former des structures atomiques de façon contrôlée. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a pris
des atomes d'or et on les a placés les uns après les autres pour former cet hexagone, ce cercle, ce carré. C'est des résonateurs à des échelles nanométriques. Donc on peut réaliser ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'une pince à atomes. L'autre microscope, c'est le microscope, la microscopie ionique qui a été inventée en 1951 par Erwin Müller. Donc, encore une fois, ce microscope fonctionne en utilisant comme échantillon une fine pointe. Donc, on part d'un fil, par exemple ici de cuivre, et on réduit les dimensions de ce fil jusqu'à obtenir ici à son extrémité des dimensions d'environ une dizaine de nanomètres. Alors, comment on peut faire ceci? On fait cela par attaque électrochimique. Donc, on a un fil initialement très épais. On met une goutte d'électrolyte, une différence de potentiel entre le fil et le cadre de la goutte. On a une attaque électrochimique et ce fil se réduit jusqu'à un certain moment, il va casser. Et quand il va casser, si on regarde les dimensions de cette extrémité, on obtient des dimensions nanométriques. Donc, comme ça, on réalise facilement des nanopointes métalliques. Si l'échantillon n'est pas un métal, cette procédure ne fonctionne plus. Alors, il faut utiliser un usinage par ion de gallium. Donc, on bombarde notre échantillon, notre fil par des ions jusqu'à obtenir une structure en forme de nanopointe. Alors, une fois qu'on a réalisé cette nanopointe, ce qu'on fait, c'est qu'on l'introduit dans une chambre vide et on applique une tension très élevée d'une dizaine de kilovolts pour créer, par effet d'antenne, un champ électrique très intense à la surface de cet échantillon. Donc ce champ est de l'ordre des champs d'interaction des atomes à l'intérieur de la matière. Donc une fois qu'on a fait cela, dans la microscopie ionique, on va introduire dans la chambre vide un gaz rare, un gaz inerte, donc de l'hélium, du néon. Et les atomes de ce gaz vont donc se rapprocher de la surface et lorsqu'ils vont être dans cette région où le champ électrique est très intense, ils vont laisser un électron transiter vers l'échantillon. Donc ils vont perdre un électron. Ils seront aussi ionisés et lorsqu'ils sont ionisés, ils volent jusqu'au détecteur qui est la masse. Donc ils vont être accélérés vers le détecteur. Et ce qu'on voit sur les détecteurs, c'est une image de ce type. Donc avec des anneaux lumineux concentrés les uns avec les autres. Et sur ces anneaux, vous voyez des points lumineux. Donc il s'agit en fait d'une image des aspérités de la surface de cette pointe. En effet, si on regarde de près cette surface, si on se rend compte que la pointe est composée d'atomes et qu'on représente ces atomes par ces petites sphères, on voit ici qu'il y a une aspérité. Cet atome est au bord de cette terrasse. Après, on a celui-ci, celui-là. Et les atomes de gaz sont ionisés préférentiellement près de ces atomes de bord de surface. Et donc, c'est à partir de là qu'ils sont projetés vers le détecteur. Si on se rappelle de la symétrie de révolution autour de l'axe qu'on a pour cette pointe, ce point-là va donner un cercle, celui-ci un cercle. Et donc, on retrouve les cercles qui était ici dans l'image. Or, ce microscope est donc un microscope à projection. On projette les ions produits à la surface de l'échantillon sur le détecteur et il est caractérisé par un grandissement de l'ordre de 1 million. Donc c'est pour ça que grâce à ce microscope, on peut aller imager les atomes qui sont au bord de ces races. Donc chaque point représente en effet un atome de ce métal. Ici, il s'agit d'une pointe de fer. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se passe maintenant si on augmente le potentiel qu'on a appliqué à la pointe? Donc si j'augmente le potentiel, ce que vous allez voir, c'est que l'image n'est plus stable, mais elle devient dynamique. Vous voyez qu'elle change. Et si on regarde un petit cercle ici, vous voyez que le diamètre de ce cercle diminue, jusqu'à ce qu'on voit disparaître complètement ce petit cercle. Et un deuxième qui commence, donc le diamètre commence à diminuer jusqu'à disparaître. Alors, ce qu'on est en train de regarder, c'est un film d'évaporation des atomes de la surface de la pointe elle-même, donc de la pointe de fer, sous l'effet de ce champ électrique très intense qu'on a créé en appliquant ce fort potentiel. Et donc, ce qui se passe, si on veut schématiser cela, c'est que ce principe fonctionne, cet instrument d'imagerie des matériaux qu'on développe au groupe de physique des matériaux, qui est la sonde atomique tomographique.
Donc on a cette enceinte ultravide dans laquelle on a l'échantillon qui est toujours sous forme de pointe. On polarise cet échantillon, donc un haut potentiel, mais pas le potentiel suffisant pour évaporer les atomes de surface. Donc dans ce cas-là, rien ne se passe. À un certain moment, à un instant donné, on applique une petite impulsion de haute tension. Donc ça veut dire que maintenant le potentiel, le champ de surface est suffisamment intense tel à permettre aux atomes de bord de surface de s'évaporer, donc de ioniser. Ils perdent un électron qui reste dans le matériau et ils deviennent des ions et ils volent donc jusqu'au détecteur. On voit donc le détecteur va mesurer le temps qu'il a fallu à ces ions pour voler de la pointe jusqu'au détecteur. Donc il y aura un temps pour l'atome d'aluminium, un autre pour l'atome de chrome. Donc les atomes les plus légers vont avoir associé un temps plus court que les atomes les plus lourds. Donc ainsi, avec cette mesure de temps de vol, on va avoir une information sur la nature chimique des atomes à l'intérieur de la matière. Et à partir de la position de l'impact sur le détecteur, on peut reconstruire la position des départs par une loi, une projection inverse. Et c'est comme ça qu'en sonde atomique tomographique, on récolte deux informations. D'un côté, par la mesure de temps de vol, la nature chimique des éléments qui sont à l'intérieur de notre échantillon, du chrome, du nickel, de l'aluminium. Et de l'autre côté, par cette loi de projection inverse, on obtient une image en 3 dimensions. Ici, on a une nanoparticule de chrome dans ce point d'aluminium et on reconnaît ici les plans cristalliographiques de l'aluminium. Donc cet instrument a été développé au sein du groupe de physique des matériaux en 1993. Alors, c'est avec cet instrument qu'ont été menées, par exemple, l'étude sur le vieillissement des centrales nucléaires que je vous ai présentée précédemment. Ce que vous voyez ici, c'est une image obtenue en sonde atomique tomographique de cet acier avant irradiation et après irradiation. Et vous comprenez que donc, la sonde atomique devient un outil de choix pour analyser ce type de vieillissement, ces irradiations des matériaux. Par contre, quelle est la limite de cet instrument? Pour ce que je vous ai dit, vous comprenez bien que cet instrument peut être utilisé que dans le cas des matériaux métalliques parce qu'on applique une impulsion de haute tension et donc il faut que cette impulsion se propage tout le long de l'échantillon pour arriver jusqu'à la surface, là où il y a les atomes qui peuvent s'évaporer. Si le matériau n'est pas métallique, l'impulsion de haute tension ne peut pas se propager jusqu'à la surface, donc on ne peut pas évaporer les atomes de surface, donc on ne peut plus utiliser cette technique. Et c'est comme ça qu'à partir des années 2000, début des années 2000, on a décidé de remplacer les impulsions de haute tension par des impulsions laser, des impulsions de lumière. Donc cette fois-ci, vous voyez, l'échantillon est toujours là, en forme de pointe, avec ce fort potentiel appliqué à la pointe pour générer un champ électrique très intense. Mais pour déclencher l'évaporation des atomes de surface sous forme de ions, cette fois-ci, on utilise une impulsion laser. Et dans le laboratoire, on utilise des impulsions assez courtes, de quelques dizaines de femtosecondes. Et par la suite, tout se passe comme dans une sonde classique, dans une sonde atomique classique, c'est-à-dire on mesure le temps de vol, et à partir de la mesure de temps de vol, on repère la nature chimique des espèces présentes dans l'échantillon, et on mesure la position d'impact, et à partir de la position d'impact, on peut reconstruire l'image de l'échantillon en 3 dimensions. Donc, juste pour vous donner quelques exemples des échantillons qu'on peut analyser en sonde atomique laser, on a ici un oxyde de fer qui contient des nanoparticules d'or. C'est un matériau qui est utilisé dans les centrales solaires parce que ces nanoparticules d'or permettent d'augmenter l'efficacité d'absorption de rayonnement solaire. Donc, il est important de caractériser la taille et la distribution de ces nanoparticules à l'intérieur de la matrice. Donc ici, c'est une image obtenue en microscopie électronique. Et on a ensuite analysé cet échantillon en sonde atomique. Donc vous voyez la parfaite corrélation entre les deux images. Mais l'avantage de la sonde atomique tomographique, c'est qu'avec une analyse, on a aussi...
On a aussi la dimension 3D, c'est-à-dire qu'on peut voir ce volume dans toutes ses orientations, donc vraiment caractériser parfaitement la forme de ces nanobjets, alors que dans un cliché mètre, tout seul, un seul cliché, vous n'avez que la projection. Hein. C'est qu'une image 2D. Aujourd'hui, naturellement, on peut tenir une tomographie électronique, mais en moyennant la prise d'un très grand nombre d'images en microscopie électronique. OK. Un autre exemple, toujours des matériaux analysés en sonde atomique tomographique, c'est on a analysé ces structures à multicouches qui sont utilisées dans les LED. Donc c'est une structure INGA, NGAN, donc on a un très grand nombre de multicouches. En analysant le sonde atomique, on a observé qu'en effet, même si on utilise le dépôt par jet moléculaire, ce qu'on observe, c'est que ces couches n'ont pas toutes exactement les mêmes épaisseurs. Il ne s'agit pas en fait d'un problème d'épaisseur, mais il y a des couches qui ne sont pas parfaitement planes, elles sont tiltées, courbées. Et en plus, grâce à l'analyse chimique, on peut avoir un sonde atomique, on peut regarder quelle est la distribution, par exemple, d'atomes d'indium dans chaque couche. Donc, vous regardez ici, c'est la distribution dans cette couche, celle est la distribution d'indium dans l'autre. Et on remarque qu'il y a des couches dans lesquelles l'indium n'est pas distribué de façon homogène. On n'a pas la même couleur partout. Il y a des surdensités. Et comme je vous ai dit, la présence de ces surdensités ou d'une variation d'épaisseur va caractériser, va modifier l'émission, donc la couleur qui est émise par ces matériaux. Donc, ces analyses ont permis de comprendre pourquoi ces échantillons n'émettaient pas à une longueur précise, une longueur non précise, mais avaient un spectre d'émission assez large. Donc, la dernière question, qu'est-ce qui reste à faire alors dans le développement d'instruments pour l'imagerie des matériaux à des échelles très petites? Eh bien, je vous ai dit que la sonde atomique fonctionne pour les métaux, fonctionne pour les matériaux non conducteurs, mais toujours rigides, comme les oxydes, les semi-conducteurs. Donc, il reste maintenant à ouvrir la technique aux matériaux mous, comme les plastiques, les matériaux organiques et biologiques. Mais aussi, ce qu'on voudrait faire, c'est étudier des phénomènes dynamiques. Et cette fois-ci, à l'échelle nanométrique, c'est simplement faire un film, comme on a pu faire ici dans cet exemple, faire un film d'un mouvement qui se passe cette fois-ci à l'intérieur de la matière. Et pour cela, naturellement, on a besoin d'un instrument qui réagit suffisamment rapidement, comme ici, cet appareil photo qui nous a permis d'étudier le mouvement au galop de ce cheval. Et alors, cette étude de la dynamique a déjà commencé il y a quelques années. C'est le développement de celle qu'on appelle aujourd'hui la microscopie 4D, c'est-à-dire qu'on récolte une image, mais qu'on récolte une succession d'images, de telle sorte à ajouter à une dimension temporelle en plus. Donc, c'est la 4e dimension. Le développement des microscopes électroniques 4D a commencé dans le groupe de Divide il y a déjà une dizaine d'années. Donc, comment ça fonctionne? Vous voyez ici, c'est un microscope électronique, mais ce microscope est couplé à une source laser. Et l'impulsion laser, qui est représentée ici, elle sert à déclencher un paquet d'électrons. Donc, à la place d'avoir une source qui éclaire de façon continue l'échantillon qui est là, on n'aura qu'un paquet d'électrons. Donc, on va faire des photographies de l'échantillon à des instants donnés. Et c'est comme ça qu'on peut ajouter la 4e dimension. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention.